Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du Tour Auvergne-Rhône-Alpes et faire le débrief, ancien nom donc le Critérium de Dauphiné, qui s'est achevé ce dimanche avec un Isaac Del Toro qui est grand vainqueur de cette course-ci, mais quand même une grosse pointe de déception parce qu'on n'a pas eu le duel qu'on attendait avec Paul Sexas. Paul Sexas, donc vous le savez forcément, qui a chuté sur l'avant-dernière étape et qui a abandonné au cours de la dernière étape. Donc je vous propose qu'on passe rapidement en revue le classement général. Et puis ensuite, on essaiera d'aller voir quels sont les enseignements de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, qui malgré plusieurs abandons a quand même été assez riche en enseignements. Donc le classement général, pour vous présenter très rapidement, même si vous le connaissez, Isaac Del Toro s'impose, 54 secondes devant Luke Tocquel. Donc ça, c'était la belle surprise de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Et en troisième position, on a Juan Ayuso à 1,17, ce qui est quand même beaucoup par rapport à Del Toro, hein. Il y a quand même un petit monde. Jorgensen est quatrième à 1,36 et Tobias Allan Johannessen vient compléter le podium en 1,46, le top 5 pardon, à 1,46. À noter, dans le top 10, on a Guillaume Martin qui est dixième pour la Groupama FDJ United. Donc c'est le meilleur résultat d'un Français sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Les enseignements, tout d'abord, bah, il faut qu'on parle de Paul Sexas, bien évidemment, et de la Décathlon CMA-CGM de manière plus globale. Même si, évidemment, ils sont absents à la fin, c'est quand même très important d'en discuter. Il y a eu plusieurs phénomènes. Il y a eu d'abord cette première étape entre Vizy et Saint-Imier, où ils ont contrôlé en mode patron, mais finalement l'échappée allait au bout. On a vu une victoire d'Alex Baudin. Ça, c'était vraiment très cool. Alex Baudin qui allait chercher ce maillot jaune, qu'il a réussi à garder très longtemps. Ça, c'est une des satisfactions. On y reviendra juste après. Mais donc, la Décathlon CMA-CGM qui a contrôlé, mais bof. Ensuite, sur l'étape numéro 2, bon, bah, c'est encore des échappées qui vont au bout, pas trop grand-chose à dire. Le contre-la-montre par équipe, en revanche, bah, la Décathlon CMA-CGM a fini sixième et c'était un petit peu décevant, pour être honnête. Ils sont derrière notamment des IF qui finissent troisième, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. On voulait que ça joue la gagne avec la Visma et puis la Net Company, mais la Visma, ils ont fait premier, la Net Company deuxième à 9 secondes, Lidl Trek à 32, Red Bull Bora à 40, Red Bull et Decathlon CMA CGM à 45 secondes. En fait, il y a que la UAE qui a été plus décevante que la Decathlon CMA CGM puisqu'ils ont fini à 1 minute 01. Après, ils ont une compo qui est quand même un peu différente de celle qui s'alignera sur le Tour de France. À noter quand même que la Decathlon CMA CGM, il manquait un coureur puisque Mathieu Riccitello ou Riccitello, dites-le comme vous le voulez, n'était pas présent sur ce contre-la-montre par équipe. Alors, ils avaient un homme de moins, mais c'était pas non plus le coureur le plus important du dispositif, on va pas se mentir. Donc je pense que ça change pas trop grand-chose sur le classement final. Après, il y avait quand même des choses à retenir. C'est qu'on a largué trop tôt Dan Houle et surtout Stefan Bischegger. Et ça, c'était un peu problématique, je pense. On aurait dû le conserver pour toute la partie de transition après le deuxième, la deuxième petite côte. Mais ça, c'est des choses qu'on apprendra pour le Tour de France, donc c'est une bonne idée. Ensuite, étape 4, le Puy-en-Velay, pas grand-chose à dire. Étape 5 non plus. Et étape 6, à Crest-Voland, bah, on a trouvé que l'équipe Decathlon CMA-CGM n'était pas non plus super imposante. Un gros groupe qui est parti à l'avant, on n'avait pas de Décathlon, ils étaient les seuls à rouler derrière. Bah voilà, finalement, l'échappée de. Il y a 19 coureurs qui finissent devant Isaac Del Toro. euh, Paul Sexas juste derrière Isaac Del Toro, donc pas très bien contrôlé de la part de la Décathlon CMA-CGM. Et je vais vous dire, à ce moment-là, quand même, le bilan était pas très bon pour l'équipe. Mais il y a eu cette étape 19, cette étape 7, pardon, qui, de manière assez contradictoire, a finalement renforcé l'équipe. Et peut-être que c'est cette étape 7, avec la chute de Paul Sexas, qui fait que le bilan est positif pour cette équipe-là et pour Paul Sexas. Je m'explique, donc sur cette étape numéro 7, on a eu la chute de Paul Sexas. Bon, il perd 3-4 minutes, juste au moment où il tombe. Moi, je vois les images de Paul Sexas dans un fossé, on se dit qu'il repartira pas, et pourtant il repart. Alors, est-ce que c'était une bonne nouvelle ou pas? Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui auraient fait abandonner le leader. Là, finalement, il décide de repartir. Et surtout, on prend la décision de faire attendre tous les coureurs, font attendre Paul Sexas, sauf que c'est de manière organisée. C'est l'un après l'autre, et ça, c'était vraiment très intelligent. Et ça a permis à Paul Sexas de revenir dans le groupe de tête pour l'ascension finale du Grand Colombier. C'était quand même assez exceptionnel. Euh, le dispositif, déjà, parce que ça montre que stratégiquement, on est au point. Côté Decathlon CMA CGM, on s'est pas affolé. On a fait les bons choix au bon moment et on a réussi à faire revenir le leader dans le groupe de tête, ce qui était quand même une belle performance. Et en plus, tous les équipiers se sont dévoués. Paul Sexas, évidemment, c'était le leader principal, mais on aurait pu dire, bon, bah, on laisse un Léo Bizio dans le groupe. Même Léo Bizio s'est relevé un moment pour aller chercher Paul Sexas, et ils l'ont ramené dans le groupe de tête.
Léo Biziou a fait un travail de fou dans la montée finale aussi. Et Paul Sexas vient prendre la septième place à 1,21 Isaac Del Toro, alors qu'il était à 4 minutes au moment de sa chute. Paul Sexas qui était éraflé de partout, euh, qui avait les pommettes, pommes, les pommes, pas les pommettes, les pommes des mains, pardon, en sang, qui avait du mal à tenir son guidon, qui s'était tapé quand même malgré tout une course-poursuite. Alors certes, il avait toujours des équipiers, il a jamais roulé en personne, c'est quand même plus fatigant que d'être tranquille dans le peloton. Et puis il y avait bien évidemment toutes les stigmates de ses chutes. Et ça quand même, c'était vraiment une performance taille patron pour Paul Sexas d'aller chercher cette septième place, qui sonnait un peu comme une victoire au sommet du Grand Colombier. Parce que c'est vrai que sur les étapes précédentes, on l'avait pas vu sur le chrono par équipe. Bah même sur la montée finale à la fin, là, je crois qu'il monte moins vite que des gars comme Jorgensen, si je dis pas de bêtises. Donc c'était pas super impressionnant. L'étape de Crévolan, quand même, a montré que il y avait deux gars qui étaient au sommet, c'était Del Toro et Sexas. On savait pas encore vraiment les départager parce qu'ils se sont pas trop attaqués. Mais on a vu qu'ils étaient meilleurs qu'un Jorgensen, meilleurs qu'un Ayuso normalement. Après, c'était sur une côte qui était très courte. Mais donc ça, c'était les enseignements qu'on a eu sur Sexas en montagne. On espérait quand même qu'il batte Del Toro. Là, c'était pas sur cette ascension aussi, mais il restait du temps après. Il restait deux étapes de montagne, donc c'était pas trop problématique. Et finalement, bon bah, Paul Sexas n'a jamais eu l'occasion de faire briller son talent en montagne. Ceci dit, quand même, il a sorti une très belle performance sur l'étape du Grand Colombier. Et je vais être tout à fait honnête, moi, j'étais pas trop monté dans le train Paul Sexas. On en parle beaucoup parce qu'il est français. Moi, je l'avais trouvé bien, mais pas vraiment attachant. Je sais pas comment dire. Il manquait un truc. euh, Trop robotique, trop ouais, on va gagner et on gagne. Il se passe pas grand-chose, quoi. Même s'il y avait certains moments qui étaient assez cool, notamment, je pense, quand on le voyait avec ses parents, quand on le voyait avec son assistante qui lui enlevait ses gants et tout. Là, je sais pas si vous vous souvenez sur une des étapes, ça montrait quand même un coureur humain et ça, c'était bien. Mais sinon, sur le reste, bah, je sais pas. C'est peut-être que mon côté loser français qui marchait pas bien, mais je me disais. Bah, il est très fort, mais il manque un peu de charme, ce Paul Sexas. Et là, franchement, sur cette étape-ci, euh, bah, c'était trop bien, quoi. L'abnégation qu'il a présentée, c'était complètement fou. Et ça, c'est vraiment la trempe d'un grand coureur. Et je pense que finalement, c'est un épisode dans lequel il va sortir grandi. Déjà parce qu'il a pas gagné, et c'est la première fois que ça lui arrive. Que quand il est favori, il va pas s'imposer. Même quand il est face à des favoris qui sont plus forts que lui, il arrive toujours à peu près à les approcher. Là, il devait gagner. Pourtant, il a pas fait. Mais ce qu'il a montré dans l'étape du Grand Colombier, ça montre quand même une très forte force de caractère, ce qui est quand même super pour un champion, et quand même des jambes de très très grande qualité. Il n'y a pas que le courage qui a permis à Paul Sexas d'aller chercher sa septième place à 1,21, je répète, d'Isaac Del Toro, sur cette étape qui était terrible au Grand Colombier, c'est aussi des très bonnes jambes. Et la bonne nouvelle, c'est que Paul Sexas, il a complètement pété dans l'étape 8. Il avait dit à l'interview d'avant-course qu'il aurait du mal à tenir le guidon dans les descentes et aussi dans l'école. Et surtout, je pense que sur l'étape 7, au Grand Colombier, il était dans l'adrénaline. C'est ce qui lui a permis d'aller chercher un beau résultat final, malgré de la douleur. Là, je pense qu'il a passé une nuit horrible avant l'étape numéro 8. Il s'est ressenti des douleurs de sa chute. Les commentateurs le disent souvent, c'est le jour d'après et le surlendemain qu'on sent le plus de douleur après une chute. Il n'y avait plus l'adrénaline, il était plus dans le coup pour le classement général. Bon, bah, je pense que là, à un moment, il s'est dit, on va pas continuer les dégâts alors que je vais pas pouvoir montrer quelque chose de plus sur ce tour-là. Et donc finalement, Paul Sexas sort plutôt grandi de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'au niveau des jambes, il a montré qu'il répondait, parce qu'au niveau de son équipe, l'équipe lui a montré qu'elle avait confiance en lui de manière totale, qu'elle était complètement dévouée et surtout qu'elle était au niveau. Et en plus, je trouve, ça c'est mon petit affect personnel, parce que je pense qu'il a peut-être gagné une partie du cœur des Français sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. J'étais dans le Grand Colombier, donc dans les lacets d'abord, puis au sommet. Je vous avoue qu'au moment où il est tombé, il y avait beaucoup de gens dans la montée qui étaient fans de lui, avec des t-shirts Decathlon CMA CGM. La Decathlon CMA CGM est venue déposer des petits drapeaux, etc. Tout le monde l'attendait. Le moment où je l'ai vu dans le fossé, je me suis dit, bon, bah, il va pas passer en fait. Juste, on le verra pas parce que il va abandonner. Finalement, il est passé. Et il y avait une telle ferveur pour le voir remonter comme ça. Et même ses déclarations à la fin, il est très lucide. Il dit, c'est de ma faute. J'ai pris des risques dans la descente pour gagner des places. C'est ce que je fais d'habitude. Bah, je pensais connaître la descente, finalement, je me suis trompé. Je me suis mis en danger. Je m'excuse de m'être mis en danger, d'avoir mis les autres en danger. Je m'excuse auprès des coéquipiers qui méritaient pas d'être décrochés, de travailler toute la journée pour me ramener. Et je suis allé me battre jusqu'au bout pour eux. Et ça, c'était quand même. Je pense que ça fait quelque chose, une fusion, une soudure dans l'équipe qui sera vraiment cruciale pour les années à venir.
Enfin, j'espère dans les années à venir, on verra où s'écrit le destin de Paul Sexas. Est-ce que ça sera chez Decathlon CMA CGM? Est-ce que ça sera ailleurs? Mais en tout cas, au moins pour cette saison, ça a quand même soudé un truc assez important dans cette équipe qui devrait faire à peu près le Tour de France. On verra. Léo Bizio est pas annoncé dessus. On verra s'il y est ou pas, parce qu'il a quand même fait une super course aussi, Léo Bizio. Très impressionnant, franchement. Même surtout dans l'étape du Grand Colombier, Léo Bizio, c'était pépite. Mais là, ça a vraiment soudé un truc qui est très important dans l'équipe Decathlon CMA CGM. Et finalement, je pense que malgré tout, ils en sortent vainqueurs. Maintenant, il se pose quand même une question, c'est la question des séquelles de ces chutes. Paul Sexas, est-ce qu'il va en souffrir? Est-ce que ça va le retarder dans sa préparation? C'est pas impossible. A priori, il a rien de cassé, c'est des blessures superficielles qui font mal, qui brûlent, qui t'empêchent de dormir la nuit, qui vont l'empêcher un petit peu de s'entraîner 2-3 jours, je pense. Ceci dit, a priori, c'est pas rédhibitoire pour le Tour de France et ça, c'est une très bonne nouvelle. Bref. Dernier point sur Paul Sexas, et promis, après j'arrête d'en parler. Il y a peut-être une forme de déception malgré tout. C'est que, je le dis souvent, je suis très sévère avec Remco Evenepoel. À chaque fois qu'il a une grande occasion, il y a un petit truc qui va pas. Genre, j'ai mal dormi, il y avait pas la clim dans la chambre, ou il y avait trop la clim. Ma selle est mal réglée sur les championnats du monde à Kigali. Il y a toujours un truc qui fait. Il y a un nid de poule sur la route en plein tout droit là, en Espagne et je me prends le nid de poule alors que c'est impossible de tomber à ce moment-là. Il y a toujours un truc qui fait que quand on attend Remco Evenepoel, il perf pas, et il a une excuse. C'est franchement agaçant. Et bah là, dans une moindre mesure, on attendait Paul Sexas, et il y a une excuse qui fait qu'on le voit pas vraiment se débattre contre un Isaac Del Toro, parce que là on avait du grand Del Toro, et c'était le moment où Paul Sexas, qui avait pris le statut de leader, de favori sur cette étape-là, sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, il aurait dû assumer face à Del Toro. Et il l'a pas fait. Parce qu'il n'était pas là, bien sûr. Mais il n'était pas là, donc c'était une excuse pour pas affronter Del Toro. Je dis pas que c'est de sa faute, bien entendu. C'est quand même un peu frustrant de se dire, on sait pas où en était Paul Sexas par rapport à Del Toro. Del Toro qui était très fort. Et franchement, c'est un petit peu frustrant. Mais voilà, sinon, globalement, je pense, malgré tout, bilan plutôt positif pour Paul Sexas. Maintenant, Isaac Del Toro. Bah, Del Toro, ça fait peur. Ça fait très peur parce qu'il a été à un niveau exceptionnel sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Et il sera le lieutenant de Pogacar qui est déjà un monstre sur le Tour de France. Je vois pas comment on va les déloger ces deux-là, hein, clairement. Del Toro, il avait fait un très bon début de saison. En allant chercher l'UAE, même s'il n'avait pas écrasé. En allant chercher Tirreno Adriatico, même s'il n'était pas écrasant non plus. Il y avait eu ce Tour du Pays Basque où il avait abandonné, qui avait mis un peu de vinaigre dans l'eau, dans le vin. Et là, il y a ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Franchement, il était attendu, surtout avec la chute de Sexas. C'était lui le grand favori. Et il a assuré comme un chef. Franchement, il a une équipe qui était pas terrible. Sur le contre-la-montre par équipe, il a perdu du temps. Ce qui fait qu'il était pas très bien classé au classement général par rapport à d'autres coureurs. À Crévolan, il assume. Bon, il a pas trop roulé avec Sexas, un petit peu, mais pas trop. Bon, il a pas attaqué non plus, donc on sait pas trop les départager là-dessus, mais il était plus fort que tout le reste. Et après, bah, il a couru en patron, tout simplement. Le Grand Colombier, bon bah, Juan Ayuso a fait rouler ses coéquipiers. Il est parti tout seul devant. Del Toro en gestion. Il reste dans la roue de Ben Tulette. À un moment, il attaque, il va chercher Ayuso, il dépose en patron. Et il va gagner franchement de manière impressionnante. Pour être honnête, j'attendais pas Isaac Del Toro si fort sur des étapes si montagneuses. J'ai aucun doute pardon, sur ses qualités de puncher. Là, sur des étapes si montagneuses, avec le plateau de Solaison et le Grand Colombier, il m'a franchement impressionné. Et bah voilà, tout simplement niveau stratosphérique, maîtrise absolue, jamais paniqué ni rien. Et il a remis ça à Solaison. Et finalement, il s'impose au classement général avec 1 minute 17 d'avance sur Ayuso. Et c'est un bel écart. Sachant qu'Ayuso, lui, ça sera un leader au Tour de France, alors que Del Toro, ça sera un équipier. Bah, c'est quand même assez flippant pour la suite. Donc, je dirais Tour Auvergne-Rhône-Alpes plus que réussi pour Isaac Del Toro, qui allait chercher très belle ligne à son palmarès, et surtout qui fait très peur à maintenant 3 semaines du Tour de France. Euh, on va continuer dans la suite des autres favoris. Il y avait Juan Ayuso. Juan Ayuso et la Lidl Trek. On sait pas trop ce qu'ils étaient venus chercher sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, pour être honnête. La Lidl Trek, parce que on avait ce co-leadership entre Juan Ayuso et puis Mathias Kelmose. On se doutait qu'Ayuso était plutôt le leader quand même, mais on savait pas quelle serait la position de Skelmose. Skelmose s'est mis plutôt au service d'Ayuso quand même, même s'il a pas non plus abandonné sa carte.
Au classement général final, Ayuso est troisième, derrière Tuckwell à 1,17. Eskelmose est sixième à 2,41, derrière Tobias Allan Johannessen et Matteo Jorgensen. Je pense qu'ils sont tous les deux à peu près à leur place, et ça montre quand même des signaux plutôt encourageants, je dirais malgré tout, parce que Juan Ayuso, il était très fort en début de saison, et ensuite il a complètement disparu de la circulation. Il y a ce Tour d'Algarve où il est exceptionnel, il va chercher la victoire. Il y a ce Paris-Nice où après le contre-la-montre par équipe, il est en jaune. Et puis il y a cet abandon sur l'étape qui va à Huchon avec cette chute. Ensuite, le Tour du Pays Basque où pareil, aucune certitude sur lui qui est d'abord mauvais puis abandonne. Je me souviens plus s'il avait chuté avant d'abandonner ou pas. Là, sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, bah, il a montré qu'il était fort. Et c'est plutôt un signe positif, surtout après ces deux échecs sur Paris-Nice et le Tour du Pays Basque. Maintenant, Ayuso, il a quitté la UAE pour être le grand leader. Et là, il a perdu contre un lieutenant de la UAE, ce qui est quand même pas très bon signe, malgré tout. Même si je pense s'est peut-être un peu rassuré sur ses qualités. Il a été battu trois fois à la pédale par Isaac Del Toro sur les trois ascensions montées, sur les trois arrivées au sommet, pardon. Bah, c'est pas très bon signe malgré tout. Ça montre que Ayuso, il pourra pas se battre pour la victoire finale au classement général du Tour de France. Ça, c'était déjà à peu près acquis, on va pas se mentir. Là, c'est confirmé, mais surtout, bah, il sera même pas au niveau peut-être du lieutenant de Pogacar. Et donc ça, c'est un petit peu flippant pour Juan Ayuso. Mais donc je sais pas trop quelle est la conclusion côté Lidl Trek. Skelmose, plutôt rassurant. Franchement, je trouve qu'il fait un bon Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Lui, là, on n'a pas des attentes aussi élevées pour Bryan sur cette course-là, donc il a fait son rôle d'équipier, il a bien joué la cohésion d'équipe et il a su garder une bonne place, donc c'est cool. Quand même, sur cette équipe, satisfaction avec Quinn Simmons aussi. Quinn Simmons qui a été très fort. C'est marrant parce que Quinn Simmons, on se souvient de son Tour de France de l'an dernier qui était exceptionnel. Et bah là, début d'année compliqué, de chez compliqué pour Quinn Simmons, on l'a jamais vu. Et puis là, Tour Auvergne-Rhône-Alpes, bah, première étape, il est en difficulté. Puis il y a cette étape qu'il va chercher en échappée à Montron-les-Bains. Et ensuite, il a roulé sur toutes les étapes pour ses coéquipiers. Il a été très très fort. C'est une très bonne nouvelle pour la Lidl Trek d'avoir un Quinn Simmons qui revient dans cette forme-là. On va parler ensuite de la Visma Lease Bike avec Matteo Jorgensen. Matteo Jorgensen qui était donc aligné sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'était pas forcément prévu. Il finit quatrième. Il a montré des bonnes choses. Euh, je l'attendais peut-être devant Tobias Allan Johannessen en montagne. Finalement, au classement général, euh, il lui finit devant, pour pas grand-chose, euh, pour 10 secondes. Il finit quand même devant, donc c'est plutôt un bon résultat pour Matteo Jorgensen. Il a été assez rassurant. On n'attend pas de lui qu'il aille chercher le Tour de France non plus. Il sera aussi un équipier, donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la Visma Lease Bike. Ils auraient bien aimé aller chercher plus, peut-être sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'il y avait plus Paul Sexas. Ils auraient dû aller chercher un podium. Mais une équipe quand même qui a été un peu décimée. Van Aert qui est pas parti. Van Aert aussi une satisfaction, parce qu'il a rassuré en allant chercher cette victoire au sprint. On a eu aussi des abandons de Jürgen Nordhagen, qui a pourtant été très fort. Jürgen Nordhagen, c'est aussi une très bonne nouvelle pour la Visma Lease Bike. Et Ben Tullet a fait un bon travail, tout comme Bruno Armirail. Et surtout, ils ont gagné contre la montre par équipe. Donc tout ça, c'est quand même assez de bon augure pour la Visma Lease Bike. Donc je dirais bilan plutôt positif pour eux aussi sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, si on continue un peu sur les autres équipes, pour aller voir dans les autres crèmeries, il y avait quand même une équipe qu'on attendait beaucoup, c'était la Net Company Ineos. Et là, c'est un peu le drame, on va pas se mentir, dans les grandes formations. On partait avec un effectif très dense, mais dont on connaissait pas vraiment le leader. Il y avait Oscar Onley, Kevin Vauquelin, Carlos Rodriguez, et ensuite on avait Lorenz de Plus, Dorian Godon, Josh Tarling, Sam Watson. On attendait quand même pas mal de cette équipe, mais on savait pas trop qui serait le leader, comment ça allait se positionner. Et je trouve que le bilan est un peu négatif pour la compagnie Ineos et de manière assez globale, je dirais. Pas que sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, mais ça confirme en fait des tendances qu'on a depuis le début de la saison, qui sont un peu flippantes, on va pas se mentir. En fait, elles sont pas flippantes, mais elles sont en dessous des attentes et franchement, c'est pas forcément très surprenant. Si on regarde le début de saison de Scaronley, qui a été acheté, on le rappelle, à un prix d'or à la Picnic Postenel, il y a ce Tour d'Algarve qui finit à la quatrième place au classement général. Il y a rien de scandaleux, hein. Il finit derrière Juan Ayuso, derrière Paul Sexas, derrière Joan Almeida, et ensuite il finit avec Kevin Vauquelin au quatrième et cinquième place. Jusque-là, pas de scandale.
Paris-Nice, bon, bah, il était pas terrible et il abandonne finalement. Tour de Catalogne, transparent, fini 12e. Tour de Romandie, abandon très tôt. Et là, Tour Auvergne-Rhône-Alpes, bon, on l'a pas vu en montagne, à part cette chute qu'il a eue dans, dans l'étape de Crévolant, qui l'a fait terminer à la dernière place. Il a pas pris le départ le lendemain. Bref, compliqué, franchement, Oscar Onley. Et surtout, je sais pas quelle est la qualité, on va dire, la description de sa chute. Là, on dit apparemment peut-être une luxation de l'épaule. Je sais pas dans quel état il sera. J'espère qu'il sera au départ du Tour de France, mais avec une chute comme ça, c'est pas certain non plus. Donc franchement, début de saison vraiment compliqué pour pour Oscar Onley. Et pour la suite, c'est pas forcément très terrible avec cette chute. Kevin Vauquelin maintenant. Kevin Vauquelin, Tour d'Algarve, je le disais donc cinquième. Il y a eu ce double leadership avec Oscar Onley, c'était plutôt bien. Paris-Nice, bah il y a eu cette étape terrible qui allait à Buchon, où il s'est fait abandonner par son équipe, où il a compris qu'il n'était pas le leader unique. Et il est allé chercher une super place avec la quatrième place au classement général. Alors, il est derrière Daniel Felipe Martinez et Georg Steinhauser. C'est pas non plus la panacée, mais sur ce qu'il a montré quand même, c'était une bonne course, Kevin Vauquelin, franchement. C'est du niveau Kevin Vauquelin 2025, je dirais, en fait, tout simplement. Il y a eu ce Tour du Pays Basque, où là, il a été en dessous. Franchement, j'attendais mieux de lui. Il y avait quand même une belle densité dans le classement général, mais il finit 10e du Tour du Pays Basque. Franchement, on attend bien mieux d'un Kevin Vauquelin. C'était décevant. Il était juste pas trop au niveau en montagne, tout simplement. Et ensuite, il arrive sur les Ardennaises, où on l'attend énormément beaucoup, parce que il a fait deuxième de la Flèche Wallonne, parce qu'il passe enfin dans une dimension supérieure en allant dans une équipe type Ineos. Et puis il y a cette chute sur l'Amstel, où il est pas bien pour la suite. 13e de la Flèche Wallonne, alors qu'il n'y avait pas grand monde. 34e de Liège-Bastogne-Liège, pas terrible. Et là, maintenant, arrive ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, où sur les 2 premières étapes, il y a pas grand-chose à dire. Et là, sur le contre-la-montre par équipe, Oscar Onley a ce problème mécanique. Et là, la Ineos dit, bah, on l'attend. Et Kevin Vauquelin, encore une fois, se prend un désaveu de sa hiérarchie. Lui, il voulait continuer en disant, bah, on l'attend pas, on va chercher la victoire d'étape, peu importe. Et on continue sans Oscar. La direction d'équipe a dit, on attend Oscar. Et c'est ce qui s'est passé. Même si Kevin Vauquelin a pu pester autant qu'il voulait, c'était le choix de la direction de course. Et je pense que c'était une bonne idée d'attendre Oscar Onley. Enfin, je sais pas si c'était une bonne idée, mais le choix s'est avéré gagnant. Parce qu'ils l'ont attendu peut-être 10 secondes maximum. Ce qui aurait été problématique, c'est s'il l'avait attendu et qu'il avait dû changer de vélo. Là, il a réussi à remettre sa chaîne sur le plateau. Oscar René tout seul, donc ils ont pu repartir. Et c'était un avantage, je pense, à ce moment-là, d'avoir un autre équipier. Je veux dire, même si ils n'avaient pas attendu Oscar René, je pense pas qu'ils seraient allés chercher la victoire d'étape. Là, ils échouent à 9 secondes, je crois, si je dis pas de bêtises, derrière la Ineos, derrière la Visma. Je pense que s'ils n'avaient pas attendu Oscar Onley, ils finissaient tout de même derrière. Donc, petite frustration. C'est surtout du point de vue de la hiérarchie que ça a fait mal. Il y a eu ce petit clash où publiquement dans les médias, Kevin Vauquelin a dit que c'était pas la bonne stratégie. Ça fait un peu parler. Et le problème, c'est qu'à suite, dans la montagne, il a pas assumé Kevin Vauquelin, hein. Crévolant, 36e, Grand Colombier, 18e. Et finalement, là, il est dans l'échappée pour la dernière étape. Mais bon, c'était déjà un peu cramé pour lui. Et en montagne, il fait pas trop le poids, Kevin Vauquelin. Et j'ai envie de dire, d'une certaine manière, c'est pas très grave. Parce que on a oublié qu'avant le dernier Tour de France, Kevin Vauquelin, c'était pas un coureur de montagne, hein. Là, on l'a un peu dit, bon, bah, t'as fait un super résultat, un super classement général là, sur Tour de France pardon, 2025, où t'es allé à la septième position au classement général, maintenant t'es un grimpeur. Et je pense qu'en fait, c'est pas exactement le cas. Et finalement, son niveau sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, moi, il me choque pas trop, avec Kevin Vauquelin. C'est juste qu'il est en décalage avec les ambitions qu'on projette sur lui, que probablement la Ineos projette sur lui, et peut-être que lui-même se projette. Et je pense que peut-être qu'il faut revoir un peu sa question du profil, mais je trouve qu'il n'a pas progressé, Kevin Vauquelin, depuis qu'il est arrivé chez Ineos, alors qu'il partait d'une toute petite structure et qu'il arrive dans un mastodonte. On peut se dire qu'il aura des meilleures techniques d'entraînement, etc., un meilleur entourage, une meilleure équipe, et pourtant, bah, il performe moins bien, je dirais presque, que l'an dernier. C'est pas une très bonne nouvelle. On verra quelle sera la suite de la carrière de Kevin Vauquelin, mais là, en plus, au niveau de la hiérarchie, c'est pas facile. Bref, bilan plutôt mitigé aussi pour lui. Et en fait, il y a peut-être un seul coureur qui le bilan il est positif chez la Ineos, c'est Carlos Rodriguez. Parce que Carlos Rodriguez, euh, il fait une année 2025 fantomatique. Il fait un début de saison 2026 fantomatique aussi. Alors, deuxième du Tour de la Provence. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler du Tour de la Provence? 23e de Paris-Nice.
26e du Tour de Catalogne, 12e du Tour de Romandie. Et là, sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, vite largué au général. euh, il n'a pas assumé au classement général. À un moment, il était dans l'échappée. À Crévolant, en fait, il a pété. Il était dans les attaques, je crois, sur l'étape du Grand Colombier, si je dis pas de bêtises. Ou alors non, il a suivi après. Et par contre, là, sur cette dernière étape, le plateau de Solaison, il va chercher une 6e place au sommet en étant dans l'échappée qui s'est fait reprendre. C'était quand même une très belle perf de Carlos Rodriguez. Et c'est peut-être le coureur le plus, comment dire, positif, celui pour lequel on a le meilleur bilan sur cette Net Compagnie Ineos à la fin de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un peu terrible, parce que je sais pas qui vont mettre en avant sur le Tour de France, mais pour l'instant, ça annonce pas grand-chose de bon. Egan Bernal, on a vu que c'était un peu passé. Thymen Arensman, bof bof. De toute façon, ils ont déjà fait le Giro. Oscar Onley, bof. Kevin Vauquelin, bof. Carlos Rodriguez, bof. En fait, ils ont que des coureurs bof, quoi. Ineos. Et donc, c'est franchement frustrant pour une équipe qui a un tel budget. Et je sais pas ce qu'ils vont faire sur le Tour de France. Franchement, on verra, mais je serais pas trop étonné si le meilleur coureur sur ce Tour de France, c'est Carlos Rodriguez, finalement. Et à noter aussi que malheureusement, notre Français Dorian Godon n'a pas pu aller chercher d'étape sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes alors qu'il était allé chercher une étape sur toutes les courses par étapes pour le Tour auquel il avait participé cette saison. Pas très loin, à Montron-les-Bains, il fait deuxième du sprint du peloton. Non, je crois. Même pas, non, en fait, non, même pas. Sur le sprint à Villars-les-Dombes, il est que sixième, il n'était pas très bien placé. Bon, après, il a fait des beaux efforts dans la montagne et tout. Je pense qu'il marche quand même plutôt bien, même s'il a dit qu'il était malade en début de cette semaine. Mais donc, bilan pas terrible pour l'année de compagnie Ineos. Et c'est dommage aussi de pas aller chercher ce chrono par équipe, alors qu'ils avaient un effectif quand même taillé pour, hein, avec du Josh Starling, du Lorenz de plus et du Sam Watson en plus en équipier. Ils étaient quand même très bien lotis. Bref, assez parlé de la Net Compagnie Ineos. Parlons rapidement, malgré tout, de la Bora, Red Bull Bora Hansgrohe, parce qu'ils ont fait, eux, un Tour Auvergne-en-Alpes très très bon. Ils ont 7 victoires d'étape avec Maxime Van Gils. Maxime Van Gils qui revient à un bon niveau, et on attendait ça depuis très très longtemps. Franchement, les amis belges, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Van Gils, c'était cet très grand espoir des années 2023, 2024. 2025, horrible. 2026, commençait plutôt bien. Et puis il y a eu cette chute avec le comportement débile, on va dire, de Yann Christen. Et là, franchement, il est revenu sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Super sur l'étape de Cré-Voland. Très fort en échappée. Il bat un Tobias Allan du Johannessen à la pédale qui était franchement très très chaud. Et puis, bah, sur l'étape du plateau de Solaison, il a été équipier exemplaire pour Luc Tuckwell. Une très très bonne nouvelle pour la Red Bull Boransgo, ce retour au premier plan de Maxime Van Gils. Et puis que dire de Luke Tuckwell? Franchement, ce mec-là est super impressionnant. On l'avait déjà vu. Moi, je l'ai découvert cette année, je pense comme tout le monde. Je crois que c'était autour du Pays Basque, où il s'est révélé là, en allant attaquer et tout dans les étapes. On s'est dit, putain, il est fort. Tour de Romandie, sixième du classement général. Derrière Luc Plapp, Jürgen Nordhagen, Lenny Martinez, Florian Lipovic, Pogacar. Voilà, c'est que des gros noms devant lui, hein. Luke Tuckwell, c'est un mec de 21 ans à ce moment-là. Donc c'était très très belle course, ce Tour de Romandie pour Luc Tuckwell. Et que dire donc de son Tour Auvergne-Rhône-Alpes? Déjà, il était dans le bon coup à Saint-Imier, où il va chercher un peu de temps. Ensuite, il perd du temps sur le chrono par équipe, parce que la Red Bull Bora a pas fait un très très bon chrono. Et puis, il y a cette étape à Cré-Voland, où on laisse aller dans l'échappée. Bon, après, il y a un énorme groupe qui s'est détaché, on pouvait pas tout contrôler, mais on se dit, bon, bah, Luc Tuckwell, qu'est-ce qu'on en a à faire de Luc Tuckwell? Le mec roule pour Maxime Van Gils, pour aller chercher le maillot jaune. Van Gils gagne, Luc Tuckwell prend le maillot jaune. Donc on dit, Van Gils gagne devant Tobias Allan du Johannessen, hein, c'était pas une mince affaire. Et Tuckwell prend une belle avance au classement général avec cette étape de Cré-Volant. À ce moment-là, au classement général, il dispose de 2,34 sur Jorgensen, de 3 minutes sur Paul Sexas, 3,20 sur Isaac Del Toro. On se doutait que c'était pas assez, parce qu'il y avait deux énormes montées après, mais quand même, il a fait une fin de Auvergne-Rhône-Alpes, 11e au Grand Colombier, 8e au plateau de Solaison, en gardant du temps, et finalement, il fait deuxième de ce classement général. C'est une super récompense pour Luc Tuckwell, et c'est une super récompense pour la Red Bull de Bora-Hansgrohe, parce qu'ils ont joué vraiment en équipe, et ça, c'était top. Euh, Dans le reste de l'équipe, on a eu un Daniel Felipe Martinez toujours aussi inégal, très mauvais là sur ce Tour Auvergne-en-Alpes, malheureusement. Par contre, on a eu un Finn Fisher Black qui était quand même très fort. Euh, Finn Fisher Black qui allait chercher la deuxième place pardon, à Montron-les-Bains derrière Quinn Simmons, pas très loin d'aller chercher la victoire.
Donc ils avaient une équipe second couteau plutôt, la Red Bull Bora Hansgrohe sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Ils en ressortent quand même avec des grosses certitudes sur Luc Tuckwell et sur Maxime Van Gils. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Uno X Mobility, qui a fait un super Tour Auvergne-Rhône-Alpes, rien à dire. C'est quand même fou, hein. Uno X Mobility, on parle d'une équipe qui est pour la première fois dans le Tour cette année, qui sortait un peu de nulle part. Là, vous vous souvenez, dans les années 2022-2023, on se dit c'est quoi cette équipe de Norvégiens un peu bizarre, bref. Et là maintenant, c'est en train de s'imposer quand même comme une équipe tout simplement inesquivable. Il faut les inviter sur toutes les courses. Maintenant, ils sont au World Tour, donc ils sont toujours là. Et franchement, à chaque fois, ils scorent, alors qu'ils n'ont pas non plus toujours des coureurs exceptionnels. Mais là, franchement, étape du Puy-en-Velay, remportée par Anton Charming. Bon, bah voilà, c'est très fort. C'était une étape de ce costaud, hein. Il y avait quand même des mecs assez forts dans l'échappée. Euh, et puis Tobias Allan Johannessen qui perd du temps sur le chrono par équipe, parce que forcément, pardon, ils ont pas la meilleure équipe. Il a perdu du temps à Saint-Imier aussi, si je dis pas de bêtises, sur la première étape. On se dit, bah il est cuit, Tobias Allan Johannessen. Johannessen, surtout qu'en montagne, il semblait pas très fort. Et là, sur l'étape à Crest-Voland, il vient rechercher du temps à tout le monde en étant dans cette échappée. Sur le Grand Colombier, il est extrêmement fort. Et sur l'étape du plateau de Solaison, encore une fois, toujours le troisième plus fort en montagne. Bah, super impressionnant, Tobias Allan Johannessen. Et ça confirme la bonne dynamique. Et je pense qu'il va faire mal au Tour de France. L'an dernier, sur le Tour de France, il fait sixième au classement général. Je serais pas étonné qu'il fasse la même place cette année. Donc c'est un super Tour Auvergne-Rhône-Alpes pour cette formation Uno X Mobility. Franchement, très très fort. De qui d'autre on doit parler? De la Movistar avec Ken Uijtdebroeks. Ken Uijtdebroeks qui a fait plutôt une bonne course. Uijtdebroeks, c'est donc ce talent belge éternel exploit et espoir pardon qu'on attend toujours, qui se révèle jamais vraiment. Là cette année, huitième du Tour de Catalogne, il commence un peu à se montrer. Douzième du Tour du Pays Basque, voilà. Et la septième du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Surtout, ce qu'on retient, c'est sa cinquième place au Grand Colombier, où il était vraiment fort. Il monte en puissance. On verra ce que ça va donner au Tour de France. Mais peut-être que Ken Uijtdebroeks est enfin sur la bonne voie pour aller chercher le niveau qu'on espère tant de ce coureur belge, qui est franchement un très grand espoir. Là maintenant, il a 23 ans, commence à avoir fait pas mal d'équipes. Ça s'est pas toujours bien passé, c'est pas très bien pour son image, mais là, je pense que enfin, il est en train de monter à un niveau qui est le sien et avoir son plein potentiel. Et c'est tout simplement très bien pour le coureur de la Movistar. Christian Rodriguez, il faut qu'on en parle quand même. Heu, Lui, on disait, Kevin Vauquelin, il est parti d'Arkia, il a pas passé un palier. Christian Rodriguez, là, c'est très fort, hein, sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Alors certes, il y a cette échappée à Crest-Voland qui lui permet de reprendre et de bien se placer au classement général. Mais ensuite au Grand Colombier, sans faire d'échappée, huitième. Et là, au plateau de Solaison, cinquième à la pédale. Très solide. Et finalement, il va chercher une huitième place au classement général. Super, super tour d'Auvergne-Rhône-Alpes de Christian Rodriguez. Au contraire des autres Astana, Lorenzo Fortunato, on l'a pas vu. Harold Terrada, pareil. Mais Christian Rodriguez était là pour assurer. Et en parlant d'espagnol, il faut qu'on parle des Carras Rural. J'ai été médisant un petit peu parfois sur les Carras Rural qu'on va voir au Tour de France et qu'on voyait pas du tout avant. Et là, ils font 9e et 11e au classement général avec José Félix Parra et Yann Castellón. Je vais pas vous mentir, je vais pas faire semblant que je les connaissais pas très bien avant. Parra, il a un peu plus de métier quand même, hein. On le connaissait un peu mieux. C'est un gars qui est passé par la Kern Pharma pendant longtemps. Et là, franchement, 9e du classement général. Il y a eu quand même l'échappée à Cré-Volant qui l'a replacé au classement général, mais sinon 9e au Grand Colombier, 15e au plateau de Solaison, c'était bon. Et puis, bah, je crois que il est très jeune, Yann Castellón, j'espère que je le prononce bien. Et lui, franchement, très solide parce qu'il a pas fait trop d'échappées pour aller gratter des places au classement général. Il a juste fait 10e au Grand Colombier et 13e au plateau de Solaison à 22 ans. C'est assez prometteur. On verra à surveiller ce que ça va donner sur le Tour de France, là, ces deux petits coureurs de la Carrera Rurale. Et pour compléter le top 10, on a un Guillaume Martin à la 10e place. Et je dois dire que malgré tout, le bilan de la Groupama FDJ United, il est positif sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, ce qui n'était pas forcément gagné, on va pas se mentir. Mais tout d'abord, si on parle de Guillaume Martin, Guillaume Martin en montagne, il est pas très bon cette année, on va pas se mentir. Il a encore réussi à bénéficier d'une échappée long fleuve là, où il va chercher du temps à tout le monde, c'est sa spécialité. À Crest-Voland, là, il va chercher la 15e place de l'étape, donc c'était pas terrible. Franchement, 15e place derrière des mecs pas très forts.
Mais après, au Grand Colombier, au plateau de Solaison, il a à peu près tenu. Il y a eu beaucoup d'abandons devant lui. Et finalement, 10e au classement général. Bon, bah voilà. Ça mange pas de pain pour l'équipe du groupe FDJ. C'est peut-être un de leurs meilleurs résultats de la saison. Il faut le préciser. J'ai bien aimé Clément Berthet, qui a fait des belles échappées quand même. Et surtout, bah, je pense qu'on a tous vu Clément Bras Afonso, qui a fait de très belles étapes, qui a failli gagner au Puy-en-Velay, mais qui s'est un peu trop enflammé, qui était dans l'échappée ensuite à Crévolant, mais qui a un peu bossé pour Guillaume Martin, et finalement, c'est plutôt lui qui a joué sa carte, qui a fait toutes les autres échappées, et il allait chercher le classement de meilleur grimpeur, en ayant franchement été passé au sommet de certains cols avec des mecs très forts, et même en ayant largué en montagne. Je crois que là, sur cette dernière étape, il y a des étapes, des montagnes, des cols, pardon, où il passe au sommet alors que Vauquelin était largué, et il va chercher assez facilement le classement pardon, du meilleur grimpeur, même si on l'a pas trop contesté. Franchement, belle perf de Clément Braza Afonso, qui est arrivé assez tard au cyclisme professionnel, on le rappelle. Mais donc, ouais, franchement, chapeau. Alors, ça montre aussi un peu le déclassement de la Groupe AMDJ, on va pas se mentir. De dire que c'est bien alors qu'ils font top 10 au classement général dépeuplé, et puis ensuite un maillot de meilleur grimpeur, il n'y a pas de victoire. Bon, c'est pas non plus un bilan de ouf, mais franchement un peu rassurant quand même pour la Groupe AMDJ. IF très rapidement, bah Ben Illy, il a fait l'équipier tout le long, mais toujours une saison compliquée pour lui. Rien à voir avec le Ben Illy de l'an dernier. Honte à Alex Baudin, bah forcément cette victoire d'étape, ça fait très plaisir. Il était super costaud. Le contre-la-montre par équipe, énorme satisfaction pour l'équipe IF, qui était archi outsider là-dessus, personne ne les attendait. Et puis finalement, il garde le maillot jaune quand même très longtemps sur 5 étapes. Enfin, il perd au bout de la 5e étape de maillot jaune. Et voilà, très cool pour Alex Baudin. Et finalement, il fait 12e au classement général, c'est un peu anecdotique, mais c'était cool, franchement, de le voir gagner. Et autre Français dont je voulais parler aussi, c'était Valentin Paré-Peintre, qui était donc a priori leader de cette équipe Soudal Quick-Step. On savait pas trop comment se positionner vis-à-vis de Valentin Paré-Peintre, parce qu'il est allé chercher un classement général sur le Tour de Catalogne avec la 4e place, alors que moi je le voyais plutôt en chasseur d'étape. Finalement, sur le Tour de Romandie, il avait craqué et classement général, en 3e. Là, il a plutôt joué les étapes aussi parce qu'il a craqué assez vite dans les autres étapes. Finalement, il brille pas sur les étapes de montagne, mais on l'a vu faire beaucoup d'efforts et c'est peut-être un peu une bonne nouvelle pour le Tour de France. On verra. Et sinon, je dois dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont eu énormément d'abandons. Je sais pas combien de fois on a fini ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. C'est assez flippant. Bon, après, vous allez me dire, il y avait beaucoup d'étapes à la fin où il y avait plus grand-chose à jouer. Il y a plus que 91 coureurs à la fin sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est Brian Cocard qui est la lanterne rouge. Bravo à lui, à Brian, d'être allé chercher quand même la dernière étape de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. C'était quand même pas rien de finir. Donc voilà le bilan pour le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. À noter quand même que c'est des états de forme à 3 semaines d'un Tour de France et que ça peut bouger d'ici là. Peut-être qu'il faut pas être en forme trop tôt, mais ça donne quand même des enseignements qui sont assez notables pour cette grande course du mois de juillet qui s'annonce. Ah oui, j'ai pas parlé très rapidement de la Bahrain Victorious, mais Santiago Buitrago, pardon, qui rassure toujours pas, hein, malheureusement. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à une prochaine, ce sera probablement pour le Tour de France. Salut!